tas de cinéastes qui a eu. Oui, oui, Elle oui. continue, enfin, parce qu'on a peu d'échos de. Elle continue, oui, oui. C'est donc l'école de San Antonio de los Baños qui a été imaginée par, comment il s'appelle 100 ans de solitude. Marquez. Gabriel. Gabriel oui, Garcia Marquez. Voilà. Qui a été ensuite beaucoup aidé par Coppola, par Scorsese, et qui fonctionne vraiment beaucoup grâce à justement à des intervenants extérieurs qui viennent du monde entier pendant quelques semaines ou quelques jours pour certains, et qui accueillent des étudiants de pays où il n'y a pas d'école de cinéma. Justement. Alors, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants d'Amérique latine, beaucoup d'étudiants africains, et il y a, oui, c'est un vivier important de jeunes talents. Il y a une collaboration avec eux pour ce film Non, non, non. Là, si, il y a des groupes d'étudiants qui sont venus, enfin, ils sont venus assez régulièrement, à un ou deux chaque jour, pour faire des photos de plateau, en fait. Mais surtout pour voir le tournage et participer un petit peu. Mais cette durée de tournage due au financement qui était difficile à trouver. Oui, le financement n'a pas été très facile à trouver. Justement, comme ce sont des acteurs qui ne sont pas connus en France, est-ce que ça a été un obstacle pour financer le film Oui, enfin non, le problème qu'on avait en France, c'est que une des sources principales de financement, c'est quand même encore la télé. Bah oui. Et qu'un film sous-titré n'intéresse pas les chaînes. Et que donc il a fallu trouver d'autres moyens de monter Oui, c'est le ministère des Affaires étrangères, oui, le ça, CNC. le CNC, non. Enfin oui, si, Si, on a eu l'aide Cinéma du Monde, qui est comme ça une aide couplée entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture. Non, sinon c'est Orange et Haut et Court qui distribue le film et qui a mis un peu d'argent dès le départ, et un vendeur à l'étranger, mais il a fallu le faire effectivement au départ on n'avait pas l'aide du CNC, on n'avait pas l'aide donc on avait, oui, très peu d'argent. Il avait fallu donc condenser au maximum le temps de tournage. On avait 20 jours prévus, on a eu 3 jours de tempête tropicale au début du tournage, qui a repoussé le début du tournage de 3 jours. C'est quasiment tout en extérieur, donc vous avez eu la chance d'avoir un temps relativement... On a eu la chance d'avoir un temps relativement beau. Le repas qui se passe à l'intérieur de la pièce, au départ, était censé se passer sur la terrasse, mais on a eu à nouveau une deuxième période de pluie, et là, il a fallu improviser un décor. Voilà. Mais enfin, moi, ça m'a même presque stimulé d'avoir ces conditions de tournage très rapides, parce qu'il fallait avancer, et que du coup tout le monde d'abord était dans une espèce de concentration maximum, parce qu'il fallait avancer. Et puis je pense qu'il y a une certaine urgence dans la façon de le filmer, de le jouer, qui naît de ces conditions économiques. C'est des points de vue, je crois, du romancier qui lui aurait voulu. Padura, au départ, espérait effectivement dilater l'histoire sur plus de temps, et puis très rapidement, il a adhéré aussi à l'idée. Je pense que du coup, ça renforce un petit peu le sentiment d'urgence qu'il y a à se dire tout ça. On ne peut pas attendre. Là, ils ont tellement de choses à se raconter, tellement de choses à mettre au clair que j'imaginais mal qu'ils attendent 3 semaines pour finalement en arriver à la confession finale, par exemple. Et puis il y avait aussi, je pense, la peur de porter sur la ville un regard un peu touristique. Le fait d'être étranger. La Havane, c'est quand même un endroit qui peut être plein de clichés. Voilà, il y a la musique partout, il y a les vieilles voitures comme on voit sur les cartes postales, il y a des paysages magnifiques, il y a des maisons sublimes, il y a cette espèce d'usure, des crépis, on sent le temps passer, on sent... Tout ça, c'est très facile de le filmer. C'est les tentations, comme vous dites, faciles. Voilà, et donc là, le fait de rester sur la terrasse me protégeait peut-être un peu de ça.
Et puis il y avait vraiment surtout l'envie d'être très très proche d'eux et puis de regarder leur visage et de regarder leur émotion, la fatigue qui s'installe au fur et à mesure de la nuit. Enfin, tout ça, ça me semblait en soi suffisamment important pour qu'on puisse se concentrer là-dessus. Et le tournage était quasiment chronologique, non? Oui. Là, le tournage, on l'a fait, à part les scènes de jour qu'on a dispatchées sur la première semaine, tout en commençant à tourner la nuit, parce qu'il fallait qu'on soit en soir et nuit, quoi. Le reste a été tourné parfaitement dans l'ordre. Je pense que c'était pratiquement indispensable pour ce film, d'abord parce qu'il y a une continuité qui était importante, puisque là, on est presque en temps réel, quoi. Et surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont imposées progressivement. C'est-à-dire que l'émotion, elle est arrivée avec le travail fait, avec la fatigue. La fatigue aussi, parce que mine de rien, on a tourné 17 jours en s'arrêtant. Vous faisiez des journées chargées, non? Ah oui, on commençait le soir, on se retrouvait vers 5 heures et on tournait jusqu'au lendemain matin, 5 heures, quoi. Donc, non, c'était. Et puis, bon, pour les comédiens, c'était un boulot énorme, parce qu'ils ont un texte très, 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 très lourd. Et surtout, il y a un texte qui les émeut beaucoup. C'est-à-dire que c'est leur vie, c'est leur difficulté à croire, c'est toutes ces choses qui les chamboulaient beaucoup, enfin, qui les touchaient très intimement et qui, du coup, créaient parfois pas une tension, enfin, on les sentait vraiment à fleur de peau, quoi. Mais comment ça se passait? Vous prépariez les scènes à venir? Vous étiez les lectures avec eux avant de pouvoir... Ça, on l'a fait avant le tournage. Avant encore, oui. Mais pour effacer, pour gommer, on faisait des répétitions sur le tournage, sur le plateau. On s'est même payé le luxe sur les 17 nuits de reprendre la dernière nuit, les premières scènes qu'on avait tournées, parce que les uns et les autres, on avait le sentiment qu'on avait trouvé les personnages, qu'on avait trouvé le ton. Et non, mais ça se fait un petit peu comme sur tous les films, là, par tâtonnement au début, et puis par mise au point progressive. Après, il y a eu cette envie de retourner un petit peu les premières scènes, quoi. Et vous n'avez pas été tenté d'ajouter des choses, des éléments de films d'actualité ou des choses comme ça, ou des films du cinéma cubain pour évoquer des choses dont ils parlent, pour que ce soit aussi présent à l'image? Non, parce que d'abord, moi j'aime bien qu'on me raconte des histoires, j'aime bien écouter les histoires, j'aime bien regarder les gens me raconter des histoires, sentir leur émotion au cours des récits. Enfin, tout ça, moi, ça me parle presque plus que des reconstitutions Et puis aussi parce que je pense que le film, pour moi, il est cubain. C'est vrai qu'on parle des événements cubains, mais qu'il est surtout beaucoup plus universel que ça. Moi, je me reconnais dans leurs désillusions, je me reconnais dans leur difficulté à croire, je me reconnais dans leur besoin d'amitié, leur besoin de groupe, et que tout ça, ça me semble être plus le sujet du film que l'histoire cubaine en elle-même. Et que plus on est dans cette espèce d'universalité, plus je suis content. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance que je trouve que finalement cette terrasse, elle est quand même dans la Havane. On a les sons de la Havane, on a les paysages de la Havane, on a la mer d'un côté, on a cette... pour moi, c'est vraiment un film cubain, mais en même temps, ça pourrait être une espèce de radeau, comme ça, le plan, quand on est au-dessus le seul plan où on sort de la terrasse, d'ailleurs, non, parce qu'il y a la salle à manger, mais qui n'était pas prévue. Mais ce plan que moi je voulais, cette plongée sur la terrasse, à un moment, j'ai l'impression que c'est une image presque abstraite d'un radeau qui voguerait au-dessus du monde comme ça, et du coup sur lequel moi je pourrais être sur ce radeau-là, quoi.
Mais c'est aussi un film sur la désillusion, et c'est une chose qui nous concerne, nous aussi, occidentaux, de la même manière que, enfin, on est aussi désillusionnés actuellement comme ils le sont. Oui, enfin, c'est vraiment le sujet du film, pour moi, il est là. C'est cette difficulté à croire. Et l'autre élément aussi qui est universel et qui m'a beaucoup intéressé, c'est la condition des artistes dans une dictature. Aujourd'hui, c'est une actualité, que ce soit aussi en Chine ou n'importe où, il y a encore des artistes qui sont censurés. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vous a, j'imagine, toujours intéressé. Oui. Vous êtes vous-même un artiste, un auteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'une part, bon, effectivement, le parcours de Rafa, la façon dont Rafa a été cassé par la peur. C'est une peur qui revient régulièrement dans le film, hein, qui est une donnée avec laquelle les Cubains ont vécu, comme les Russes ont dû vivre aussi. Enfin, et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais il y a le pendant qui est aussi Amadeo, où il parle. Voilà, mais c'est ça aussi. C'est l'idée aussi que il a besoin d'être là pour écrire, quoi. Il a besoin de pouvoir s'immerger dans la réalité qu'il va décrire, d'être une espèce d'acteur aussi de ce qu'il écrit, quoi. Tous ces thèmes, tout ça était dans le scénario tel que vous l'avez écrit avec Padoura, où les comédiens aussi ont apporté des choses qui leur étaient propres, qu'ils ont nourri. Leur histoire personnelle a dû nourrir leur personnage dans tous les cas. Après, ils ont développé. Alors, on a fait des lectures avec Padoura et les comédiens. On a modifié quelques dialogues. On a souligné certaines choses parce que les comédiens amenaient une anecdote ou quelque chose qui pouvait s'y référer, quoi. Après, il y a eu quelques moments aussi pendant le tournage où l'émotion était telle chez les comédiens que le texte leur a échappé et qu'ils sont partis vers autre chose qui était souvent plus fort que ce qu'on avait écrit, enfin qui, en tous les cas, incarné par eux à ce moment-là, était plus fort que ce que je pouvais imaginer. Et là, évidemment, dans ce cas-là, moi je suis très content et je dis, on y va, on garde ça évidemment, quoi. Mais c'est le sujet qui imposait ça, les acteurs, ou c'est vous qui êtes arrivé à un stade dans votre développement en tant que créateur qui pouvez vous permettre des choses comme ça que... Non, je pense que c'est le sujet qui m'a laissé cette porte-là, quoi. Peut-être aussi que j'ai mûri, vieilli. De plus en plus sentimental. Mais le monteur est un cinéaste, Campillo a déjà fait des films. Oui. Vous avez déjà travaillé avec lui ou... Il a écrit il a coécrit tous mes films. Oui, jusque-là, il a monté tous mes films. Donc, comment vous travaillez avec lui sur le montage? Toujours de la même manière ou là il y a eu des choses? Oui, enfin là, la différence près que là, il ne parlait pas espagnol, donc il fallait que je sois plus précis dans ma façon de dire, voilà, là la phrase s'arrête là, ou là tu peux raccorder avec ça, mais autrement, voilà. Là je suis incapable de détailler la façon dont ça se passe. C'est une espèce de... Oui, non, c'est ça, je pense qu'il y a une confiance suffisante, et puis une convergence aussi de nos envies au moment du montage, qui fait que voilà, ça se passe plutôt de manière implicite toujours. Comment vous avez travaillé la musique dans le film? Parce qu'elle est présente dès le départ. Au début, il chante, il danse déjà. Il y avait l'idée d'abord de la nostalgie de cette jeunesse qui les avait réunis, quoi. Et alors là, c'est peut-être des détails historiques qui nous ont amené à choisir ces musiques-là. La première musique sur laquelle ils dansent, c'est un groupe espagnol, Formula 5 Quinte, quoi, qui est un mauvais groupe, enfin, un groupe de mauvaise variété espagnole, quoi, des années 70-80, qui est venu presque en substitution de toutes les musiques interdites. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas écouter les Stones, ni les Beatles, ni toute la musique américaine, mais ça venait remplacer, quoi. Et puis un peu plus tard, la musique américaine a eu un petit peu droit de cité, et puis c'est pour ça que
Il y a les Mamas et Papas qui là ont été une musique autorisée, une des premières musiques américaines autorisées, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien compris ce que voilà. Donc c'était vraiment beaucoup là-dessus. Après il y a un morceau cubain à la fin, qui est un morceau de Bola de Nieve, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin, qui est un chanteur de cabaret qui est mort il y a un certain nombre d'années maintenant et qui s'accompagnait au piano, qui faisait des chansons un peu genre chansons réalistes, mi-jazz, mi-chanson réaliste française, quoi, enfin, qui a chanté d'ailleurs Ma vie en rose, enfin, et qui a justement cette espèce de mélancolie et puis d'emphase aussi que peuvent avoir les Cubains, quoi. Donc, Et donc la scène début où ils dansent et ils chantent, c'était une des scènes qui ont été retournées par non, la suite non, ou elle ça, était- non, non, elle ça, était- ça c'était non, non, ce qu'on a pu retourner, c'est des scènes de dialogue où finalement on a trouvé les personnages un peu après, quoi. Et là actuellement, vous êtes sur la sortie de ce film, vous avez déjà d'autres projets sur lesquels vous travaillez ou c'est trop Oui, tôt mais pour- c'est un peu tôt pour c'est en un peu parler tôt, parce il que n'y a rien de vraiment... je commence à entrevoir un film qui se déroulera en France, Ah, en français, et qui parlera à nouveau d'une espèce bon, d'abord du rapport au politique, à tous les cas, et du sentiment d'impuissance politique qu'un jeune homme peut éprouver face à tout ce qui se passe autour de lui et sur lequel il a le sentiment de ne pas avoir de prise, quoi.